Binge Audio. L'une des premières choses qui changent autour des 45-50 ans, c'est le ventre. Le ventre, siège de nos émotions, de nos crampes, de nos douleurs de règles, de nos joies parfois. On dit avoir des papillons dans le ventre quand on est amoureux ou avoir la peur au ventre avant un examen. Et avec la ménopause, il a une fâcheuse tendance à prendre du volume ce ventre. Qu'on ait vécu des grossesses ou pas, les fluctuations de nos hormones font que le gras se dépose là et qu'il est bien difficile de le déloger. Alors comment faire pour l'aimer, ce ventre qui fait changer notre morphologie ? Comment le choyer ? Comment le tonifier si on le souhaite ? J'ai toujours préféré pour ma part les sports doux aux sports de cardio. Et l'approche du Pilates pour renforcer le centre du corps me plaît beaucoup. La professeure de Pilates Céline Roy va nous expliquer dans un instant comment le ventre joue un rôle crucial dans notre santé. Elle a co-signé avec la nutritionniste Virginie Paré le livre 30 jours pour aimer son ventre, paru chez Flammarion. Bonjour Céline Roy. Bonjour Claire. Alors vous êtes donc prof de Pilates, ancienne danseuse professionnelle, et vous êtes à l'origine d'une méthode de Pilates très centrée sur le souffle et le ventre, on va y revenir. Et puis Virginie Paré, vous êtes avec nous mais à distance. Oui. Bonjour à vous. Vous êtes nutritionniste et conférencière. On voulait vous entendre aussi sur comment se faire du bien à l'intérieur, donc vous allez nous donner plein de conseils pratiques. Mais d'abord, dans votre livre, vous faites évidemment, Virginie, le lien entre le ventre et les émotions. Absolument, le ventre, c'est le premier endroit vraiment où on ressent les émotions, notamment les émotions fortes. Et puis, c'est aussi un endroit qui est susceptible de modifier nos émotions, puisque par exemple, à peu près entre 70 et 80% de la sérotonine, qui est une hormone du bien-être, est produite par notre flore bactérienne. Ouais. Donc à partir de là, le ventre aussi est susceptible de générer des émotions plus ou moins agréables chez nous. Donc il y a un aller-retour, émotions qui viennent du cœur ou du cerveau vers le ventre, et en retour, il y a des émotions qui sont susceptibles de prendre naissance au niveau du ventre. On va reparler de ces hormones du bonheur tout à l'heure. J'avais lu, peut-être vous aussi, il y a quelques années, ce livre étonnant, Le charme discret, fabuleux de l'intestin, de Julia Anders. Céline, on y apprenait déjà que le ventre était une sorte de deuxième cerveau. Oui, complètement. Même parfois, premier cerveau. On dit aussi qu'on est arrivé de là d'abord. On était un intestin avant même d'être un cerveau. Et pour revenir sur les émotions, parfois même on ressent quelque chose dans le ventre avant même de l'avoir raisonné, je trouve. Vous parliez des papillons dans le ventre. Ouais. On sent ça avant même de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis amoureuse, je suis pas amoureuse. On sent quelque chose déjà dans le ventre. Donc c'est vraiment le berceau des émotions. C'est tout, pour moi, tout naît dans le ventre, le bonheur comme l'inconfort. Oui, et parfois même les angoisses aussi. Complètement. On parle d'avoir la peur au ventre. Virginie, certaines formes de dépression peuvent venir du déséquilibre de la microbiote. En tout cas, c'est ce que disait cette autrice allemande, me semble-t-il. Oui, dans son livre « Le charme discret de l'intestin », un magnifique livre, effectivement, il y a de plus en plus d'études aujourd'hui qui tendent à montrer qu'un déséquilibre de la flore bactérienne, une dysbiose, est susceptible d'avoir un impact sur notre psychisme, et notamment pour tout ce qui est dépression, burn-out, stress, on travaille là-dessus. Les médecins, les chercheurs travaillent là-dessus et commencent à trouver des solutions assez étonnantes pour venir à bout de la dépression. Ouais. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose quand on parle du ventre, c'est est-ce qu'il est inévitable de prendre des kilos autour du ventre, la fameuse petite bouée qui, une fois qu'elle est installée, est extrêmement coriace, Céline. Avec l'âge, il est quand même certain qu'on est tous amenés à prendre un peu de poids, c'est notre vieillissement. Donc, lutter absolument contre 2 ou 3 kilos, je pense que c'est inutile parce que c'est notre vieillissement, mais qui n'arrive pas spécialement à 50 ans. On peut déjà voir apparemment à entre 30 et 40 une petite évolution, entre 40 et 50 une évolution, et à 50 ans, avec le bouleversement hormonal, ça peut être une grosse évolution du poids. Et ça, par contre, on peut l'éviter avec évidemment l'alimentation saine, du sport et une prise de conscience aussi de ce qui se passe. Mais ensuite, lutter absolument contre une petite prise de poids liée au vieillissement, je pense que ce serait ridicule et ne pas accepter le vieillissement. Un peu,
Tout comme lutter à tout crin contre le petit affaissement léger de la peau. C'est notre vieillissement. Je crois qu'on ne peut rien contre ça. Vous évoquez, Céline, les hormones. C'est dû à quoi, cette prise de poids? Essentiellement les hormones? Alors, pendant la ménopause, oui, la prise de poids va être due au bouleversement hormonal. Donc, le bouleversement hormonal va amener une hausse du cortisol et donc, forcément, on va avoir tendance à plus stocker, à avoir un organisme plus inflammatoire. C'est un ensemble de choses, en fait. Et il est vrai qu'à cette période, si on ne bouge pas un petit peu plus, si on cible pas un petit peu plus les exercices, on va avoir tendance, avec la même quantité alimentaire, à grossir. Voilà, donc il va falloir faire des petits réglages qui sont pas énormes. C'est pas aussi insurmontable que ça. Alors, si je comprends bien, donc la fluctuation de l'œstrogène, c'est ça qui provoque un peu l'espèce d'amas graisseux. Et j'ai lu aussi, j'ai appris en lisant votre livre, que la baisse de la progestérone, une autre hormone très importante dans notre corps, peut générer, elle, des sensations de ballonnement. Virginie, je m'adresse à vous, et de ventre gonflé et dur, c'est vrai? Oui, absolument. Oui. De toute façon, en période de ménopause, il doit s'opérer un réajustement de la totalité des hormones qui sont en lien les unes avec les autres. Et c'est un peu une zone de turbulence où certaines hormones vont diminuer pour laisser la place à d'autres. Et en fait, on a quelques mois, ou pour certaines personnes quelques années, pour que ces hormones puissent se réajuster et retrouver un confort agréable. Mais c'est vrai que c'est une période un petit peu difficile, justement, parce que ce réajustement est nécessaire et que tout est en lien. Alors, autant on souffre à cette période de périménopause et de ménopause de la chute d'hormones, autant il y a des hormones qui peuvent nous faire du bien. Vous voyez lesquelles je veux dire. Déjà avec le sport, tout ce qui est endorphine, sérotonine, dopamine. Ouais. Voilà, il ne faut pas hésiter à justement sécréter. Et alors, nous sommes là avec Virginie pour donner des conseils de comment on peut sécréter. Moi, avec ce travail évidemment de respiration, de phonation, ça va emmener évidemment la sérotonine et puis aussi la dopamine, parce que quand on va également pratiquer au niveau du sport, la dopamine, c'est aussi un peu la récompense. Donc, quand on est valorisé, on va aussi sécréter ces hormones. Elles vont venir contrebalancer les oestrogènes, la progestérone qui descendent. Donc, c'est très, très important à cette période-là de grands bouleversements pour certaines femmes, encore une fois. Ne pas hésiter à faire un cycle tous les jours assez court, de 15 minutes, pour justement avoir ces hormones du bien-être qui sont là. Chez soi, par exemple, ou c'est quoi? Chez soi, c'est des étirements, puis après, pratiquer la marche, par exemple, ça suffit? Il faut vraiment mettre l'accent sur la respiration, parce que la respiration, c'est un outil vraiment qui va jouer sur l'inflammation, va faire descendre l'inflammation au niveau du corps, donc ça, c'est important. Moi, je le fais avec la phonation pour déclencher aussi... Alors, justement, expliquez-nous juste rapidement la phonation. La phonation, donc on fait vibrer les cordes vocales avec le A, qui ressemble un peu le Om du yoga. Voilà, c'est un petit peu identique. Et le A va permettre de déclencher le nerf vague. Et donc, justement, d'atteindre un niveau de bien-être assez facilement. Donc ça, moi, je demande à toutes mes élèves de faire au moins 5 minutes avant la pratique, de se poser et de faire sa respiration. Si on n'a pas beaucoup de temps, on peut le faire dans sa voiture. Dans le métro, c'est compliqué. Et c'est quoi le nerf vague exactement? Alors, on appelle ça aussi le nerf du bonheur. C'est le nerf le plus long du corps, le 10e nerf crânien. Et donc, qui va être là pour réguler notre système parasympathique, le système autonome. Donc, quand on est un petit peu trop nerveux, quand on est plutôt sur le système sympathique, eh bien, on a besoin de se faire calmer par ce nerf vague. Et d'ailleurs, quand vous n'arrivez pas à le calmer, il vous fait faire un malaise vagal. Il vous dit stop. Donc, voilà. Respirer et faire Om ou A, ça peut aider à se détendre. En tout cas, ce qui compte, c'est effectivement la détente, arriver à la détente d'ailleurs, première chose. Voilà, la détente, on fait donc descendre le niveau de cortisol. Et puis donc ce nerf vague qui va être engagé et puis qui peut servir aussi le nerf vague, savoir l'utiliser, ça peut vous servir quand vous avez un entretien, quand vous avez un oral, quand vous sentez que votre cœur commence à s'accélérer, bien connaître les astuces pour le mettre en route, pour vous détendre, c'est très important même dans la vie de tous les jours. Donc ça, on démarre par ça tous les jours pour faire un petit peu descendre le niveau de cortisol qui, chez la femme de 50 ans, aura tendance à être augmenté dès le matin. Certaines ont un taux de cortisol élevé de façon chronique qui ne descend pas. C'est quoi ça? On pourrait dire que c'est l'hormone du stress? Oui.
C'est ça, complètement. Ouais, okay. C'est l'hormone du stress. Donc c'est créé par le stress et donc ça a cet impact très négatif sur l'organisme. Oui, quand il est chronique, parce que sinon on en a besoin. On a besoin de ce stress pour agir, parce que sinon on pourrait pas agir, on pourrait pas fuir quand c'est nécessaire. Donc on a besoin de cette hormone. Dans le sport, on va aussi avec l'adrénaline, ça va être un composant quand vous faites du sport. On les déclenche, mais pas de façon chronique. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir un stress qui est chronique, qui dure toute la journée, qui lâche jamais. Ce qui est un peu le cas quand on a ce bouleversement hormonal. Donc c'est important de mettre en place de la respiration, du nerf vague. Moi j'utilise aussi beaucoup la sensorialité, l'odorat, le nerf olfactif qui également va être lié directement aux zones des émotions. Tout ça c'est des petites techniques à utiliser dès le matin pour avoir du confort dans sa journée. On va revenir sur votre méthode. Je voulais que Virginie nous explique justement le rôle de l'activité sur, par exemple, alors ce que vous appelez vous dans le livre l'hormone de la satiété et de la faim, c'est quoi ? Alors, est-ce que vous permettez, Claire, que je revienne un petit peu sur les hormones du bien-être ? Bien sûr, bien sûr. Parce que la magie de l'histoire, c'est qu'on a vraiment la possibilité de les sécréter nous-mêmes. Et la période de ménopause, c'est une période où on a tendance à être un petit peu anxieuse ou dépressive, enfin parfois même dépressive. En tout cas, il y a des sautes d'humeur et on a le pouvoir, justement, par nos actions au quotidien, par notre respiration, de sécréter ces hormones. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, grâce à l'équilibre de notre flore intestinale, on peut sécréter de la sérotonine. Comme le disait très justement Céline, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Donc, lorsqu'on fait quelque chose, sa séance de sport ou une activité de création, une activité artistique, ou même quand on range sa maison, qu'on est satisfaite d'avoir fait ça, eh bien, on sécrète de la dopamine. Il y a aussi la fameuse ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone du lien social. Donc, garder du lien social en cette période de vie, c'est vraiment important, de manière à sécréter cette hormone. On peut avoir aussi, on sécrète cette hormone aussi lorsqu'on caresse son chat ou lorsqu'on va jouer avec son chien. Enfin, il y a plein de moyens de la sécréter aussi. Et puis, je crois, il y a bien sûr les endorphines avec l'activité, le sport. Comme le disait aussi Céline, le nerf vague a une importance majeure aussi sur plein de domaines de notre métabolisme, notamment sur la protection du système cardiovasculaire, mais aussi sur le contrôle de la glycémie. Donc, avoir un nerf vague qui fonctionne bien, c'est permettre d'avoir une meilleure assimilation des sucres. Oui. Donc, la respiration avec le A, qui fait partie intégrante de la méthode de Céline. Et puis, par exemple, faire un gargarisme de 30 secondes le matin après s'être brossé les dents, ça permet d'activer le nerf vague. Ah, et d'accord. Autre méthode. Oui, de faire en sorte qu'il joue son rôle, et il a un rôle majeur, absolument majeur dans la digestion, parce que c'est grâce à lui que la flore bactérienne va communiquer. On sait que nos bactéries intestinales communiquent avec le cerveau. On savait pas de quelle manière. Aujourd'hui, on sait que c'est grâce au nerf vague. Et le nerf vague va aussi donner beaucoup d'indications dès la mastication à toutes les étapes du système digestif pour dire attention à l'estomac, attention, ce sont des protéines qui arrivent, donc il faudrait sécréter tel ou tel suc digestif. Pareil pour le pancréas, etc. Donc, ce nerf vague, c'est un flux d'informations qui est absolument majeur pour tout le fonctionnement de notre métabolisme global. Alors moi, j'adore chanter, donc je chante souvent. J'imagine que ça aide. C'est excellent. C'est excellent. Toutes les personnes d'ailleurs qui font partie de chorale adorent et n'arrêtent pas parce que c'est vraiment très très important. Alors même si on fait pas partie de chorale, moi j'invite vraiment les personnes à chanter dans leur voiture, sous la douche, tout le temps. Voilà, alors on chante, on se gargarise, on fait tout en même temps, et puis ça. Après on fait des A et voilà et ça et on va stimuler quelque chose de positif en nous. C'est ça. Virginie, elles sont en rapport ces hormones du bien-être dont vous nous parliez à l'instant avec ce que nous mangeons aussi, et ça c'est très important. Absolument, c'est vrai que déjà, l'équilibre de notre flore permet d'avoir un équilibre de la sérotonine, mais il y a malheureusement certains aliments qui déclenchent aussi des hormones du bien-être, notamment les sucres. Et c'est là qu'il faut pas tomber dans le piège, parce que le sucre va aussi produire des hormones, ces hormones de la récompense qui nous font du bien. Donc c'est pour ça qu'il y a une addiction aussi au sucre. Et voilà. Et tu préconises aussi certains aliments qui ont du tryptophane, je crois, qui sont plutôt calmants, c'est ça, je crois, hein? Oui, les tryptophanes, en fait, sont des précurseurs de mélatonine. Donc, en plus, ça permet d'avoir un meilleur sommeil, ce qui est très important. Alors,
Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu scientifique? Du chocolat. Ah, du chocolat noir. Voilà, ça me parle. Non, les tryptophanes, c'est quoi? Les tryptophanes, vous en trouverez notamment dans les légumineuses. Ce sont des molécules qui permettent sont des précurseurs de sérotonine qui elle-même est précurseur de mélatonine, l'hormone de l'endormissement. Et vous parliez tout à l'heure, Claire, des hormones de la faim et de la satiété. Oui. Et lorsqu'on a un mauvais sommeil, ces hormones de la faim et de la satiété se trouvent déséquilibrées, c'est-à-dire que le manque de sommeil stimule la sécrétion de gréline, qui est l'hormone de la faim, et inhibe la sécrétion de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc, quand on ne dort pas, ou pas suffisamment, eh bien, c'est un facteur très important de prise de poids, notamment au niveau abdominal. Il y a une auditrice qui m'a dit très joliment comment est-ce qu'on évite de manger ses émotions. Parce que c'est ça aussi, on traverse une période un peu qui chamboule. Et donc on parlait du sucre. Comment on évite de manger ses émotions, Virginie ? Donc le sport, super important. Et puis... les aliments, par exemple, à proscrire, peut-être vous pouvez nous aider. Alors les aliments à proscrire, ce sont pour surtout éviter le ventre qui gonfle. Alors tout dépend, les gonflements. Il y a plusieurs raisons du gonflement. Il peut y avoir des aliments qui sont trop riches en fibres, des fibres solides, et à partir du moment où les intestins sont un petit peu irrités, eh bien ça va générer des gonflements. Ça peut être aussi lié à une petite porosité intestinale. Des matières vont passer à la périphérie des intestins et vont se retrouver dans le sang, et là ça génère une inflammation. Ça peut être un manque de mastication, un manque de respiration, un excès de stress. Les ballonnements, ce qui est important, c'est de trouver les origines des ballonnements. Et très souvent, quand on trouve l'origine, on arrive très vite à en venir à bout. Mais je m'aperçois que beaucoup de personnes sont ballonnées déjà dans un premier temps parce qu'elles ne prennent pas le temps de mâcher, de mastiquer. Et la mastication, on l'oublie trop souvent, c'est une étape incontournable d'une bonne digestion. Ça peut être aussi certaines légumineuses qu'il est préférable de laisser tremper longtemps. Par exemple, genre les lentilles, ce genre de choses. Les lentilles, ça va encore, mais les pois chiches ou les haricots, le bon cassoulet du sud-ouest est susceptible de générer des ballonnements, même si c'est très bon. Et vous dites aussi qu'il faut, ça m'a vachement intéressé, mesurer l'acidité gastrique, parce que ça peut entraîner fatigue, douleur musculaire, prise de poids et même irritabilité. Mais alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a de l'acidité ? On peut prendre son pH déjà pour avoir une indication dans les urines. Il y a plein de tests de pH, c'est des petits rouleaux en fait avec des buvards. Vous trempez ces petits buvards dans vos urines, ils vont prendre une certaine couleur et on va vous indiquer le niveau de votre pH. Ça, il vaut mieux le faire l'après-midi parce que le matin on est toujours acide. Donc déjà vous allez avoir une indication pour voir si ça fluctue ou si c'est toujours pareil. L'équilibre acido-basique, mais en latin, en évitant de manger des aliments industriels, en faisant en sorte que les protéines animales ne représentent pas plus d'un tiers de notre repas, et en évitant de boire trop de café, parce que le café est quand même acidifiant, donc deux tasses par jour. Une folle de café, là, ça ça me fait pas plaisir d'entendre ça. L'excès de café peut être une source de prise de poids au niveau du ventre. Hein. Ah oui. Ouais. Donc 2 tasses par jour, c'est bien. Après, au-delà, il faut faire un petit peu attention. Et alors, on pourrait se dire, alors c'est compliqué, il faut faire du pilates, il faut faire de la gym absolument, etc. Mais vous expliquez qu'il y a des mouvements très simples qui permettent de dégonfler le ventre, le 4 pattes par exemple. Vous dites aussi que marcher pieds nus, ça aide aussi. C'est marrant ça. Marcher pieds nus, ça aide surtout pour la posture, parce que quand je vais travailler le ventre, il n'y a pas de ventre, on va dire plat, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais sans colonne vertébrale érigée et droite. Si on se tient courbe, le ventre ressort. Forcément, ça marche pas. Donc le pied nu, c'est surtout quand sous vos pieds, vous avez des récepteurs, des propriorécepteurs qui sont complètement liés à notre tonus de posture. Ce ne sont pas des contractions qui sont conscientes. Dès que vous mettez vos pieds à plat, votre colonne vertébrale se redresse. Et ça, c'est très, très intéressant pour retravailler le galbe de la taille. Voilà. Du coup, je me suis redressée. C'est ça, j'ai vu. Le galbe de la taille, et puis justement, revenir replacer en fait le ventre. Justement, oui, vous conseillez la technique de l'auto-agrandissement. C'est quoi ? On fait comme ça, comme si on avait des bouquins sur la tête. C'est ça, on étire au maximum. Mais l'auto-agrandissement vient des pieds. Souvent, vous savez, pareil, ça sert à rien à un enfant à table de dire « tiens-toi droit » parce qu'il va faire
comme ça par la tête et puis il va se relâcher au bout de 2 minutes. Si vous voulez vraiment avoir un impact, il faut que ça vienne des pieds. Il faut poser vos pieds au sol et chercher l'appui au sol. Et là, vous allez voir, la colonne va presque un peu se raidir, mais se consolider pour pouvoir s'ériger. Et on entend souvent dire qu'une fois que cette graisse elle est installée là, on ne peut plus s'en débarrasser du tout. Non, ça c'est faux. Par contre, il faut avoir plusieurs outils. Donc l'alimentation, l'hydratation, le sport et, essentiel, les massages. Là, par exemple, les automassages, ça marche ? Ouais, carrément. Comment on fait ? On fait dans le sens des aiguilles d'une montre ? Ça, si on veut du confort pour l'intestin, oui. Ça c'est connu même pour les douleurs de règles, les douleurs de digestion, etc. Ouais. Après, on peut faire aussi du palpé roulé pour, si vraiment on veut, moi je travaille pas mal, j'adore me masser. Et donc, pour enlever un petit peu la graisse qui pourrait se stocker, puis travailler aussi sur la qualité du grain de peau pour que la peau reste assez dense. Parce qu'on perd aussi, à cette période, on perd cette qualité de peau, ce qui amplifie le phénomène de taille qui s'affaisse, parce que la peau se relâche. Donc voilà, le fait de travailler, c'est excellent. Ça va vraiment aider. Alors, pour revenir un peu à vous, Virginie, vous croyez beaucoup à ce que vous dites dans le bouquin, à la chrononutrition, c'est-à-dire le choix d'aliments particuliers à différents moments de la journée. C'est quoi, par exemple, une journée type ? Donc, une journée type, c'est commencer par des aliments qui sont très pauvres en sucre, le matin, au petit déjeuner. Donc, plutôt des protéines animales ou des bons gras de type noisettes, noix, amandes ou même avocat pour ceux qui préfèrent du salé. Donc, vraiment peu de sucre le matin, d'autant plus que le matin, c'est un moment où on produit davantage de cortisol et on va stocker plus le sucre si on le mange le matin. Le cortisol est favorable au stockage, en fait, des sucres. Ensuite, à midi, on peut s'autoriser un repas assez consistant. Par exemple, une protéine, beaucoup de légumes et crudités si on n'a pas les intestins trop fragiles, et puis un petit peu de céréales ou une légumineuse. Et un fruit, parce que on peut manger un fruit en dessert si on le souhaite, et si on a envie d'un laitage, plutôt un laitage de brebis. Si on a faim au goûter, là, le corps va beaucoup mieux métaboliser certains gras végétaux de type noix, noisettes, chocolat noir, ou alors le bon pain qu'on prenait quand on était petite, du pain beurre et chocolat noir. Ça, j'adore. Donc ça, et ce goûter va nous permettre de ne pas arriver totalement affamé le soir. Et ça va nous permettre d'attendre. Et là, le soir, il est préférable de manger beaucoup plus léger, manger peu, plutôt des légumes, protéines légères, ou alors des céréales complètes ou des légumineuses, mais manger en petite quantité le soir, de manière à ce que le sommeil soit favorisé. Éviter tout ce qui est épices le soir, épices qui piquent, ou alors viande rouge, charcuterie, parce que là, ça va chauffer la température du corps et ça va aller à l'encontre de l'endormissement, en fait. Alors, il y a un truc très à la mode, c'est le jeûne de 16 heures ou voire le jeûne de quelques jours. Vous en pensez quoi, vous ? Alors moi, en nutrition, j'ai beaucoup de mal avec les phénomènes de mode. Ouais. Mais donc le jeûne systématique de 16 heures, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mieux vaut avoir une alimentation équilibrée au quotidien. Et puis, une fois de temps en temps, par exemple 3 fois par mois ou 1 fois par semaine, effectivement, sauter le repas du soir pour laisser un espace-temps à notre système digestif de faire une sorte de reset pour s'auto-nettoyer et lui permettre de se régénérer sans avoir à faire ce travail de digestion. La nuit et pendant nos heures de sommeil, c'est vraiment le moment où le corps se régénère et permettre au système digestif de ne pas avoir ce travail de digestion de temps en temps, ça me semble très opportun. Oui, mais surtout pas régulièrement, parce que déjà ça nous coupe de notre vie sociale quand on saute un repas, notamment tous les soirs. Et puis ne pas donner l'habitude à notre corps de fonctionner avec moins, parce qu'on va encore diminuer le métabolisme de base, alors que en période de ménopause, il a déjà diminué d'à peu près 200 calories. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. Céline, dans le livre, vous proposez un programme de 30 jours, 3 cycles de 10 jours. Alors, l'idée, c'est important de préciser, c'est pas de maigrir,
c'est de renforcer son ventre pour ensuite s'alléger, et notamment alléger ce ventre qui peut parfois être... L'idée même, c'est de l'aimer, ouais. Son ventre, avant même de le muscler. Donc il faut trouver vraiment son training adapté à soi. Attention quand même, faire attention de pas se mettre dans le rouge. Je trouve qu'à 50 ans, si on se met dans le rouge, on va amplifier le phénomène du bouleversement hormonal. C'est-à-dire qu'on a déjà un cortisol qui est souvent élevé. Donc on a souvent déjà un stress. Quand on fait une pratique physique, on sait qu'on stresse le corps. C'est comme ça que l'on va se muscler. Donc, n'allez pas trop, si vous êtes déjà avec un stress un peu chronique, n'allez pas remettre du stress sur du stress. Mais encore une fois, il faut bien adapter à chacune selon ses besoins. Certaines personnes vont avoir besoin de ce petit stress, cette petite adrénaline pour ensuite... se sentir bien. Voilà, et c'est très bien, mais il faut vraiment savoir adapter son training. J'ai quand même beaucoup de témoignages où des femmes qui pensaient, ça c'est important je pense aussi, qui pensaient que la décharge d'adrénaline leur faisait du bien. Elles se sont forcées, sous mes conseils, vraiment forcées, elles n'avaient pas envie de faire de la mobilité. Ça, je travaille beaucoup aussi avec les fascias, avec le tissulaire. C'est lent, il faut prendre son temps, il faut... Eh bien, maintenant, ça n'avait pas envie du tout. Mais c'est vrai, il y a plein de gens qui ne font pas de yoga ou pas de pilates parce qu'ils trouvent ça ennuyeux. C'est ça. Eh bien, finalement, elles ont trouvé vraiment un tel confort qu'elles me disent en témoignage que sur la VOD, c'est ce qu'elles pratiquent le plus maintenant. Donc, c'est quand même... voilà, parfois, il faut peut-être aller un petit peu sur nos inconforts pour se découvrir aussi. Parce que là, c'est aussi aimer son ventre, c'est aussi aller à la découverte de son ventre. Voilà, vraiment le sien. Virginie, j'aimerais terminer, puisque les beaux jours sont enfin arrivés, par un moment qui est quand même un moment plaisir pour beaucoup d'entre nous, c'est l'apéro. Parce que vous en parlez dans le bouquin. On peut prendre des apéros, mais alors quels sont les conseils ? Alors oui, on peut prendre de l'apéro, des apéros justement, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est une vie sociale et la vie sociale permet de stimuler l'ocytocine, donc c'est très bien. Le conseil que je donnerais, c'est d'éviter tous les cocktails, les alcools forts, de préférer un bon vin rouge ou un vin nature si possible, ou un peu de bière quand on aime ça, et de ne jamais prendre d'alcool sans avoir au préalable un petit peu mangé, de manière à ce que le bol alimentaire éponge un petit peu l'alcool, de manière à ce que ça ne passe pas directement dans le sang et que ça n'agresse pas trop le foie. Donc des apéritifs, oui, de temps en temps, avec modération bien sûr, mais en ayant mangé au préalable un petit peu de corps gras ou des protéines, de manière à réduire l'impact de l'alcool. J'ai noté 2 à 3 verres de vin par semaine. C'est pas beaucoup, hein. Pardon, surtout mais quand on a une vie parisienne. Je vais pas pousser à la conso, mais c'est pas beaucoup. Oui, bon, déjà, la manière dont on boit le vin et dans les circonstances dans lesquelles on le boit va faire qu'on va le digérer différemment. Donc, je dirais pour nous, les femmes, un petit verre par jour, c'est bien s'il est bien pris et si c'est du vin de bonne qualité. Voilà. Et à consommer avec modération, évidemment. Surtout dans cette période, en fait, parce qu'on est le vin, l'alcool, c'est de l'inflammation. Ça dépend aussi où vous en êtes dans ce bouleversement. Je crois qu'aussi, il faut voir. C'est-à-dire que si on est quand même en plein grand bouleversement, l'alcool va créer quand même des pathologies. Chaleur, et puis il y a maintenant des études qui tombent sur ces pathologies en rapport alcool et pathologie chez la femme qui est de cette grande fragilité à 50 ans quand on traverse cette périménopause. Donc c'est quand même à rappeler, même si c'est un vrai plaisir. Et puis voilà. Et puis peut-être que pendant quelques années, le temps de cette tempête pour certaines, il faut peut-être le mettre un peu, 1 ou 2 verres par semaine pour reprendre après plus de plaisir. Mais attention quand même à cette fragilité. Et les bouffées de chaleur, on sait que si on arrête l'alcool, on va les diminuer quand même beaucoup. Merci à toutes les deux pour tous ces conseils. Alors, on va essayer d'aimer notre ventre. C'est la bonne résolution du jour. Merci beaucoup à toutes les deux. On va écouter le single d'une femme, une jeune femme que j'aime beaucoup. Virginie et les femmes canon. C'est un single qui s'appelle « Ceci est mon corps » qui devrait vous parler. Vous allez voir. Mon corps est un éclair. Mon corps est un vortex, une lumière trop complexe ou décomplexée. Mon corps est ma réalité. Il te plaît, il te déplaît, mais mon corps n'a rien demandé, ni ton avis, ni ton désir. Mon corps
Cet épisode était coproduit par Binge Audio, à la production Lorraine Bess, à la réalisation Clément Morel. À bientôt.